Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Brigaut. C'est ça. Bonjour, bonjour Ophélie, bonjour à Alors, toutes. Jérémy, aujourd'hui, on va parler de frugalisme avec toi, de frugalisme et de liberté financière. Mais avant d'aller plus loin dans l'interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 clés pour libérer votre potentiel et devenir libre financièrement. Jérémy, est-ce que je peux te laisser te présenter? Je m'appelle Jérémy, peut-être que vous m'avez déjà vu ou croisé via mes vidéos YouTube que je fais sur le frugalisme et l'indépendance financière. Il se peut que vous m'ayez connu aussi, ou peut-être ou lu, avec un livre que j'ai écrit, qui est sorti il y a 2 ans, sur ce sujet-là aussi. Ou peut-être que vous m'avez peut-être entendu via des casts. Et en fait, ben, moi, je suis investisseur, je suis formateur, je suis auteur, et j'aide mes clients à essayer de faire travailler leur argent à leur place pour être moins dépendants de leur job et gagner en liberté, en indépendance, tout simplement. Voilà. Alors du coup, tu es devenu investisseur, et entrepreneur, assez récemment, sachant qu'avant tu as eu, une vie, de salarié. Hem, Pas exactement, ça s'est pas fait exactement de cette même manière. En fait, j'étais, pendant 20 ans à peu près, on va dire une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans l'audiovisuel, heu et en fait, la chose, c'est que j'étais, intermittent du spectacle, catégorie technicien. Et mon approche déjà pendant toutes ces années, ça a été de me mettre au service de clients en quelque sorte, qui étaient en fin de compte mes employeurs. Donc j'étais un salarié, mais comme j'étais indépendant et que j'étais freelance, un jour je travaillais pour un tel, un jour je travaillais pour un tel, et donc mon approche c'était déjà de travailler pour des clients, en termes d'état d'esprit et de fourniture de services. Ça a été mon approche pendant très très longtemps. Et donc de fait, je ne me suis jamais vraiment senti hyper épanoui dans le salariat. J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais bah, c'était pas ma came, quoi. Et je sais pas si c'est le côté rebelle ou quoi, mais très vite, j'avais l'impression que ça le faisait pas, quoi. Donc le résultat de ça, c'est que, bah, finalement, j'ai essayé de courir, en fin de compte, à essayer de cumuler les opportunités, les jobs pour mieux m'en sortir. Et ça a bien marché, ça a tellement bien marché qu'à une époque, je travaillais, j'avais 6 employeurs différents, et je faisais des mois pendant lesquels je travaillais, il y a eu certains mois, je travaillais 28 jours d'affilée, quoi, pendant plusieurs mois d'affilée, c'était n'importe quoi. Parce qu'à force de vouloir rajouter des cordes à mon arc et me sécuriser, beh, j'étais tellement bien sécurisé que j'en avais de partout. Et le risque quand on rentre dans ces démarches-là, c'est que si tu refuses trop, tu vois, bah, tu risques de plus, de manquer des opportunités. Bref, en fait, mon moteur, moi, c'était pas la perspective de devenir riche ou je sais pas quoi. Moi, mon moteur, c'était la trouille. Et c'était la trouille de plus être en mesure de travailler, ni de me nourrir, ni de réussir à m'en sortir. Et je me suis rendu compte assez vite qu'à ce rythme-là, il y a de bonnes chances que je puisse pas arriver à tenir la cadence quand j'aurai 50, 60 ans. Donc il fallait essayer de trouver des solutions vite pour essayer de me constituer d'autres sources de revenus. En ce qui me concerne, ça a commencé par l'immobilier locatif. Mais je voulais pas faire les choses en me lançant à tout risque dans des choses compliquées et risquées. Donc j'y suis allé petit à petit. D'abord un garage, et puis d'autres garages. Donc voilà quelle a Ah, été mon approche petit à petit en termes d'investissement, d'accord? Le côté entrepreneuriat, en quelque sorte, est venu beaucoup plus tard. Et même encore aujourd'hui, tu vois, moi je me considère vraiment comme un fournisseur de services auprès de mes clients, de formateurs. ta motivation première, c'était de te construire une vraie sécurité financière Ouais. profonde et de te dégager du temps pour le consacrer à ce qui faisait réellement sens pour toi. Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai vu des gens proches et j'ai vécu aussi, le burn-out. Je sais ce que c'est. Je l'ai vu, j'ai vu des gens se faire détruire par ça, j'ai vu des vies broyées. Et je me suis rendu compte très tôt que c'était pas du tout, enfin, voilà, il fallait absolument éviter ça. Et le seul moyen, j'en suis convaincu, le seul moyen de réussir à gagner en sécurité et en indépendance, c'est d'avoir d'autres sources de revenus que son taf. Celui qui n'a que son job comme source de revenus, même si c'est son entreprise, hein, d'ailleurs, même pour les entrepreneurs, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont esclaves de leurs clients, ne dépendent que d'une seule source de revenus, c'est dangereux.
Il faut essayer de diversifier ses sources de revenus, même un petit peu, même pas beaucoup, mais il faut commencer par essayer de faire quelque chose pour ne pas dépendre uniquement de son salaire comme seule et unique source de revenus, sinon danger. Oui, la plupart des Français continuent de penser qu'en fait avoir un CDI, c'est un gage de sécurité financière. Or C'est aujourd'hui, une vraie sécurité financière profonde, c'est le fait de développer plusieurs sources de revenus, si possible décorrélées aussi des conjonctures économiques. exactement, de toute façon, depuis la loi El Khomri, la valeur du CDI, elle a été largement revue, hein. Heu, Plus personne, enfin, comment dirais-je? La valeur d'un CDI aujourd'hui. Moi, je vais te dire, j'ai jamais été en CDI de ma vie. Bah, le peu que j'y suis allé, j'y suis pas resté bien longtemps et ça m'a pas empêché de faire des crédits immobiliers, ça m'a pas empêché de faire des opérations, ça m'a pas empêché de m'en sortir. Pourquoi? Parce que j'avais quand même des revenus et ce qui est important, au-delà d'avoir un CDI, c'est d'avoir des revenus réguliers et de préférence en croissance, sur les périodes récentes. C'est ce que va regarder notamment une banque, quand elle veut étudier un dossier, d'emprunteur. Est-ce que sur les 3, 4 dernières années, on a des revenus qui sont un revenu net de référence qui est à minima stable et en croissance légère, tu vois? Pas un truc qui est trop variable. Ça, c'est des éléments qui sont importants, Tout voilà. comme nous, les banques sont en recherche de sécurité pour sélectionner leur stratégie. C'est des gestionnaires de risque, hein, avant tout, ouais. Oui, oui, c'est ça. Hem, Comment est-ce que tu définirais le frugalisme? c'est l'art de profiter de la vie, c'est l'art de profiter du temps qui passe. Pour moi, c'est ça. Donc en fin de compte, on est assez proche du principe des épicuriens et c'est de faire en sorte de se mettre en position de ne pas être contraint, tu vois, d'échanger son temps de vie pour de l'argent. Parce qu'en fin de compte, la vie, elle passe qu'une fois et les secondes qui passent, c'est foutu, elles repasseront pas 2 fois. Donc il vaudrait mieux essayer de les utiliser du mieux possible. Ceci étant dit, dans le dur, dans le concret, bah, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a des tas de conditionnements de par notre éducation, de par la culture, de par l'environnement dans lequel on vit, qui font qu'on a grandi dans un monde où on nous a montré, où on nous a dit que, bah, justement, c'était bien, qu'il fallait avoir plus de choses, qu'il faille avoir plus d'objets, qu'il faille avoir une plus grosse bagnole, une plus belle ceci et je pense que se définir à l'aune de nos possessions, c'est quelque chose qui est dangereux. Être, ça n'est pas avoir et alors en ce sens, j'ai une approche parfois un peu minimaliste des choses, mais minimaliste avant tout par opportunisme. Pas par conviction, de minimalisme, mais simplement parce qu'avoir moins de choses, parfois ou avoir des choses qui me plaisent et que je vais vraiment garder et qui vont vraiment, durer dans le temps, bah, c'est une façon de se libérer de tout ça et de se sentir mieux, plus léger, plus quotidien. Revoir son rapport à la consommation et à l'argent, en fait, c'est essentiel aujourd'hui pour devenir libre financièrement. C'est presque un des préalables. Le préalable, c'est de comprendre que l'argent, c'est un outil de liberté. Donc il n'est pas question de l'adorer, pas plus qu'on adore les marteaux ou les tournevis, mais celui qui a pas d'argent, je ne sais pas s'il est heureux ou pas heureux, mais ce dont je suis certain, c'est qu'il est pas libre et quand je suis pas libre, je suis pas heureux moi personnellement, tu vois? Avoir plus de liberté, avoir plus d'options, avoir plus de choix. C'est peut-être un jour le choix de se dire: «Bah non, ce matin je vais pas bosser, ce matin je vais pas me lever, ce matin je vais pas être contraint, ce matin je vais décider de changer de taf». Tu vois? C'est ça aussi, tu derrière l'idée de liberté financière, il y a beaucoup de fantasmes Mmh. avec, l'idée de se dire que, bah, voilà, je fais rien et l'argent, tombe, des arbres, et cetera. Ce serait bien, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des degrés divers. Il y a des personnes qui vont peut-être décider à un moment donné de lever le pied ou de prendre un job à mi-temps ou de prendre peut-être aussi parfois un peu plus de risques, des risques financiers peut-être parfois, parce qu'ils se sont mis en condition de pouvoir faire ça. Et celui qui n'est pas en condition, il est obligé d'y aller, de ramer, de serrer, le couteau entre les dents et de se dire et d'ailleurs, c'est hyper courageux, hein. Moi, je pense que faut pas, mépriser, tu vois, les gens qui sont, dans la galère, qui essayent de tout faire pour essayer de s'en sortir parce que c'est enfin, ce que je veux dire, c'est que celui qui se lève tous les matins pour aller gagner sa croûte, pour nourrir ses gosses, c'est tout à son honneur. Parce que c'est dur et accepter ces contraintes-là, c'est dur, c'est difficile. Et souvent d'ailleurs, la liberté financière, on y vient tous après avoir, touché du doigt les limites du salariat et de cette galère de courir après son salaire et de s'épuiser au travail. C'est vrai ce que tu dis. C'est un moment donné, tu vois, de se dire que, ben, peut-être on n'a pas envie de se mettre dans une situation où on va être, dépendant d'une personne d'une personne, d'une entreprise, d'une entité, peu importe, qui pourrait te faire, souffrir potentiellement et je dis pas ça, tu vois? Enfin, comment dirais-je? Il y a plein de gens qui sont hyper heureux dans leur taf et c'est cool, franchement, tant mieux pour vous, vraiment.
mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Tu sais, il y a un cas, malheureusement emblématique, c'est France Télécom, hein. Pour rappel, 2004, l'État qui était actionnaire majoritaire de France Télécom passe, en dessous des 50, je sais plus, enfin bref, et du coup, c'est la privatisation. Donc, c'est l'entité qui va devenir Orange et on nomme un monsieur qui va être chargé de supprimer 26 000 postes. Et au-delà de ça, il va y avoir un système qui va se mettre en place avec des pressions morales, avec des gens qui vont souffrir et avec, au résultat, 19 suicides et des condamnations judiciaires. Je veux dire, j'invente rien, c'est documenté. Des situations de harcèlement moral avec des personnes qui étaient ingénieurs pendant 20 ans et qui se sont retrouvées du jour au lendemain à faire du phoning, ou un open space où tu arrives le matin et ben, tous les matins on enlève une chaise. Celui qui arrive trop tard, ben, il n'a pas de chaise, il reste debout. Et en fait, si tu veux, le truc qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont plus d'options sur la table, qui ont d'autres sources de revenus que leur job, je ne sais pas si c'est ça qui va les sauver, mais au moins ils auront la possibilité de dire à leur patron, tu sais quoi, merci, au revoir, on en reste là. Tu vois. Euh, et ça, pour moi, c'est plus important que tout le reste. C'est l'idée d'avoir plus d'options sur la table, plus de possibilités, moins de contraintes. C'est Oui, ça, c'est la raison pour laquelle il faut absolument avoir d'autres sources de revenus. Voilà, développer de plusieurs sources de revenus, en fait, c'est s'offrir la possibilité de faire ses choix et de exactement, choisir ses propres contraintes, puisqu'on a exactement. toujours, en fait, des contraintes, on n'est jamais complètement libre. C'est tout à fait vrai. Mais mes contraintes, je suis heureux de me les fixer. Tu vois, tout à l'heure, j'étais en retard parce que j'étais en train de travailler sur une nouvelle formation que je suis en train de faire. J'étais en train de faire des fiches résumées, des vidéos que j'ai faites, etc. Et j'étais tellement absorbé dans mon truc que j'en ai oublié tous mes rendez-vous, j'avais tout coupé. Et oui, c'est contraignant parce que bien sûr, c'est du taf, mais je suis tellement heureux de faire ça, tu vois. Je suis tellement content de faire des choses où je me dis que, bah ouais, c'est cool, j'aide les autres. Et ils me le disent, ils me le rendent. Enfin, c'est hyper gratifiant. Faire un truc qui te plaît et qui est gratifiant, il n'y a rien de plus beau au monde. Vraiment. Et je souhaite ça vraiment à tout le monde. Je souhaite à tout le monde de bosser comme des malades pour faire ce qui vous plaît et ce qui vous apporte du plaisir, de la joie et de la satisfaction. Voilà. Est-ce que tu avais une solide éducation financière ou est-ce que tu te l'es faite? Je me la suis faite parce que. Et c'est drôle parce que c'est là que tu vois que quelque part on pourrait se dire c'est le cordonnier qui est. Tu vois. Moi, j'ai eu mon papa qui a travaillé dans une banque, il était employé de banque. Et je l'ai vu se faire broyer dans les années 90 par ce système-là. Et je peux te dire que je n'avais pas plus d'éducation financière que ça, hein. J'y connaissais pas de base. J'avais envie de faire des choses. Probablement depuis longtemps, j'avais un attrait, mais j'avais zéro connaissance. Et je vais même te dire, j'ai commencé relativement tard compte tenu du fait que, en plus, quand j'ai commencé à faire mes premiers investissements, il n'y avait rien, il n'y avait pas de ressources. Il y avait Internet, mais c'était très maigre. Et si on voulait vraiment avoir des sources d'informations plus intéressantes, il fallait aller chercher aux États-Unis dans des livres anglais qui n'étaient pas facilement accessibles chez nous. Donc, non, pour ainsi dire, j'ai démarré de zéro et je me suis fait mon éducation à coup de formation, à coup de lecture, à coup d'erreur. Et puis bah voilà, hein, quand, tu sais, quand tu entends quelqu'un qui dit croyez-en ma grande expérience, c'est jamais que la somme des boulettes qu'il a fait dans une vie, hein. Investir sur son éducation financière, en fait, c'est essentiel parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas en France à faire, ni dans nos familles, ni à l'école. La vraie injustice, c'est que tu as peut-être celui ou celle qui a eu la chance de venir d'une famille de commerçants, où il a eu une sensibilité, tu vois, à ça, de par sa famille, etc. Ou peut-être qu'il a eu un tonton ou un oncle, etc., qui était entrepreneur, tu vois, ou qui était investisseur, et qui lui a appris voilà, un petit peu le fonctionnement de l'argent, etc. Ou peut-être qu'il démarre de zéro. Et peut-être qu'il n'a pas eu cette chance-là. Et s'il est dans ce cas-là, évidemment, il ne faut pas compter sur l'école pour s'en occuper et il va devoir commencer à se faire son éducation par lui-même seul. On nous forme à être des consommateurs, on ne nous forme pas à fabriquer de l'argent ni de la valeur. Et elle est là, la véritable injustice. C'est que ceux qui ont le déclic et la chance de comprendre ces mécanismes-là depuis leur âge jeune ont un parcours qui sera vraiment totalement différent. Au demeurant, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le job de l'école d'éduquer les gamins à l'argent et à l'éducation financière? Parce qu'on va se dire, eh, elle a bon dos l'école, hein. Il faut déjà qu'elle fasse le français, les maths, l'histoire, machin, déjà qu'elle n'y arrive plus avec ça, et en plus tu veux lui rajouter l'éducation financière. Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en terminale, les gamins au bac,
il est possible, pour ceux qui sont dans le sud, dans certaines académies, ils ont la possibilité de prendre pétanque comme option au bac. Et ouais, je te l'apprends peut-être, tu peux prendre pétanque comme option au bac. Moi, je me dis que si les gamins, ils ont la possibilité de prendre pétanque comme option au bac, pourquoi ils n'auraient pas la possibilité de choisir éducation financière et qu'ils aient au moins un programme avec quelques heures de formation, tu vois? Il y a pas de raison, quoi, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait vraiment intéressant pour les générations futures, quoi. Voilà. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des spécificités liées aux femmes et au rapport à l'argent? Sachant que chez les femmes, en France, l'histoire avec l'argent est extrêmement récente puisque finalement, les femmes n'ont le droit de disposer de leur argent et de le gérer qu'à partir de 1965. Moi, ça correspond à la génération de ma mère qui élevait des enfants. Donc, Yes. elles sont encore plus coupées de l'éducation et de la culture financière. Comme je te le disais, la majorité de mon audience, c'est des personnes qui suivent ma chaîne YouTube et parmi mes clients, j'ai une grande proportion de femmes. J'ai même probablement plus de femmes que d'hommes. Alors, est-ce que c'est peut-être parce que dans mon discours, j'explique que ce qui est important pour moi, c'était de sécuriser les choses plutôt que de la perspective de devenir milliardaire, dont je me tape royalement. Moi, ma perspective, c'est être libre, tu vois, et en sécurité. Je peux parler de ça, mais comment dirais-je? Il faut pas tomber dans le cliché, en fait, si tu veux. On pourrait, si on allait dans le cliché, on pourrait dire: «Oui, mais alors c'est parce que, les hommes vont à la chasse et ils sont prêts à prendre des risques et les femmes, veulent, veiller sur la sécurité de leur foyer et de leurs enfants et donc elles auront beaucoup plus d'attrait vers, des investissements dits sécurisés et protecteurs, plutôt que l'homme qui va aller vouloir jouer au casino et prendre des risques». Cette vision-là, c'est une vision qui est généraliste et qui souvent est biaisée. Pourquoi? Parce que moi, je me rends compte qu'il y a plein de femmes qui méritent justement de faire travailler leur argent à leur place et qui méritent de réussir à prendre peut-être parfois un petit peu plus de risques en comprenant ce qu'elles sont en train de faire. Et le risque, en fait, on le maîtrise de 2 façons: par l'éducation financière, par la connaissance et aussi par la diversification, voilà. On met pas tous ses œufs dans le même panier, ça va de soi. En fait, si tu veux, c'est comme ton enfant qui a, peur du noir, tu vois, dans la chambre et plus on va mettre de lumière, plus le monstre va être petit, tu vois? Et à la fin, eh bien, il va être tout petit, il va se cacher dans le placard ou en dessous du lit. Il sera toujours là, on va pas le faire disparaître, mais plus on va rajouter de connaissances, plus on va rajouter de lumière, plus on va être en maîtrise de ce qu'on va faire avec notre argent. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans l'entrepreneuriat certainement aussi, évidemment, que ce soit avec la manière avec laquelle tu vas gérer ton argent. Ce qui est vraiment le plus important, c'est de ne jamais mettre un copec, une bille dans un investissement que tu ne comprends pas à fond. Et celui qui fait cette erreur-là, il a 100 de chances de se faire bananer. C'est juste, celui ou celle, c'est juste une question de temps. Ne jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas, démarrer petit ou petite. Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour démarrer. C'est Or, pas on peut vrai. démarrer tout petit, petit. D'ailleurs, c'est plutôt souhaitable, je trouve. Oui. Bah, regarde, c'est moi j'ai commencé par acheter un garage, tu vois? J'ai commencé par acheter un garage. Je voulais voir comment ça se passe avec un garage. C'était un investissement qui m'avait coûté, un peu plus de 12 000 €, donc c'était déjà un beau billet. Mais je me suis dit: «Allez, au pire du pire du pire du pire du pire, si ça se passe pas bien, je vais pas en mourir. Donc ça va me permettre d'appréhender le truc». Et ensuite, je suis allé vers plus fort, plus gros et cetera et cetera. Et c'est tout, c'est comme ça qu'il faut y aller avec, de la mesure. Alors parmi, mes clients, mes clientes, tu vois, je vais avoir parfois des profils qui sont très, très différents. Et il est vrai qu'une personne qui va avoir 40, 45, 50 ans avec des responsabilités familiales, va pas avoir du tout la même approche de l'investissement de son argent qu'une personne, homme ou femme d'ailleurs, qui aurait la vingtaine, tu vois? Et qui commencerait dans la vie active et qui aurait peut-être, un salaire qui pas du tout les mêmes profils. Donc moi, mon rôle, c'est pas de dire aux gens, ce qu'ils doivent faire avec, leur argent, parce que je suis pas conseiller financier, ça m'intéresse pas. Mon rôle, c'est un rôle d'éducateur, c'est un rôle pédagogique et ce que je veux, c'est apporter de l'éducation financière à tous ceux qui en ont envie et tous ceux qui veulent comprendre, le fonctionnement de ces choses-là, quoi, pour prendre les décisions en étant pleinement conscients de ce qu'ils font, quoi. Ce qui est assez amusant, c'est que les gens me demandent souvent quel est le meilleur investissement qu'ils puissent réaliser. Je leur dis toujours que c'est d'investir sur eux, puisqu'on est Bien tous sûr. et toutes différentes. Et le but du jeu, c'est déjà de bâtir la stratégie qui va nous amener à avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Parce que finalement, l'argent n'est qu'un outil au service de nos vies. Bah oui, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux? Tu en as toujours beaucoup, hein, qui vont: «Ah oui, d'accord, mais alors, c'est quoi le nouveau truc qui va, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi la nouvelle crypto qui va faire fois 1000? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Tu sais,
Et c'est vrai que quand tu investis sur toi et que tu prends le temps de regarder en profondeur, sérieusement, différentes classes d'actifs, différentes classes d'investissement, différentes manières de faire, et quand tu trouves en plus le pédagogue, le formateur avec qui tu sens que ça matche bien, avec qui tu sens que ton langage te parle et que c'est clair, ça te semble évident, tu as fait 90 du taf, quoi, en fait. Tu as fait 90 du boulot parce que c'est là que tu vas réussir à avoir une transmission, une acquisition d'informations qui va être beaucoup plus efficace, évidemment. Donc démarrer petit, viser long terme, diversifier, se former pour, explorer, toutes les formes d'investissement parce qu'il en existe en fait énormément. Bien sûr, bien sûr. C'est là quelque part tes meilleurs conseils et toi tu as bâti ta stratégie de liberté financière sur quel pilier? Beaucoup, j'ai commencé beaucoup avec, de l'immobilier. Quand je me suis rendu compte que j'étais assez, fort présent en immobilier, j'ai diversifié aussi sur d'autres, classes, d'actifs, quoi. Ouais, Écrire un livre, c'était un rêve de gamin pour toi? Il y a beaucoup de Français qui rêvent de ça. c'était une chance, et c'était un rêve inavoué. Tu me tends la perche, alors je le montre, il est là. Ça s'appelle «Un salaire sans rien faire» ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et vous le trouvez dans toutes les librairies. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir, les éditions Robert Laffont et mon éditrice qui ont vu ce que je faisais, qui ont vu, mon approche, ma manière de faire, et qui ont senti que peut-être ça pourrait intéresser certaines personnes et qui m'ont proposé d'expliquer, mon approche et ma méthode, dans ce livre-là, quoi. Alors évidemment, vous comprendrez bien que le titre est ironique, hein, quand je dis «Un salaire sans rien faire» ou presque, évidemment l'argent ne tombe pas des arbres, d'accord? Je ne crois pas aux revenus passifs. Voilà, je ne crois pas aux revenus passifs. J'ai fait de l'immobilier depuis des années, croyez-moi, il y a rien de passif. Allez voir un trader ou quelqu'un qui fait de la bourse sérieusement, demandez-lui combien de temps ça lui prend, demandez-lui si c'est passif. C'est pas vrai, ça n'est pas passif. J'aime bien parler de revenus automatiques, j'aime bien parler de revenus, type, Pareto, tu sais, tu vas prendre de grosses décisions à un moment donné et puis c'est la loi des 80-20 et puis tu vas avoir des gros résultats dans le temps. Ça, oui. Mais par contre, il faudra toujours s'éduquer, il faudra toujours faire des choix, il faudra toujours rester en éveil et c'est du temps. Ne croyez pas que c'est rien et qu'il y a rien à faire et qu'il y a à se la couler douce sous les cocotiers. D'ailleurs, des gens qui ont réussi à gagner pas mal d'argent et se la couler douce sous les cocotiers, j'en connais pas beaucoup parce que franchement, au-delà de 15 jours, il y en a beaucoup qui commencent à s'ennuyer et qui veulent commencer à monter des projets, faire des choses, monter des entreprises, des business, quoi. Ouais, voilà. Apprendre le langage de l'argent finalement, c'est une compétence qui est hyper intéressante. C'est vital si on veut réussir à s'en sortir. Sinon, on est, juste, un bon consommateur et c'est un peu triste, quoi, tu vois? En fait, si tu veux, il y a aussi une autre injustice, c'est de croire qu'il suffit, d'épargner et de se serrer la vis pour croire que ça ira mieux demain et quand je parle de frugalisme, évidemment, la première approche, ça consiste, on va se dire, à vivre en dessous de ses moyens, mais sans se priver, à faire des économies pour avoir plus d'argent, plus de liberté et cetera. Mais ces économies, cette épargne-là, si on n'en fait rien, si on ne sait pas quoi en faire à long terme, bah et déjà, tu vas te faire déglinguer par l'inflation, hein, aujourd'hui, cet argent, il va fondre comme neige au soleil. Les chiffres de l'inflation, enfin voilà, je ne veux pas revenir dessus, tout le monde l'a vu quand tu fais tes courses au supermarché, les prix vont complètement exploser. Ça va pas s'arrêter, quoi qu'en disent certains, ça va continuer et celui qui prend pas des mesures pour essayer de faire travailler, ça, tu vois? Et ben, il va être perdant, à la fin, quoi. Bah, d'ailleurs même pas à la fin, dès le début. Seulement le problème, c'est que dès que tu commences à essayer de chercher des investissements, des trucs, machin, qui vont te faire gagner de l'argent, bah, tu es exposé à du risque. C'est ce qu'on appelle le couple rendement-risque, hein. On n'a rien sans rien et ce risque, bah, voilà, on en a parlé avant, il faut essayer de le maîtriser, de le comprendre. Faut y aller à son rythme, en fait, mais il faut y aller. Faut pas vouloir, faire, l'autruche et détourner le regard parce que celui qui préfère, ne pas s'occuper de toutes ces choses-là, beh, il sera, contraint de bosser toujours plus, plus, plus pour réussir à s'en sortir ou dans le meilleur des cas, à maintenir son niveau de vie. Voir les choses différemment, passer à l'action et faire des petits pas. Ouais. Quels seraient les meilleurs conseils que tu peux donner à une femme justement qui a décidé de switcher, de sortir, d'un mode de fonctionnement un peu classique du CDI, du salariat pour marcher vers sa liberté financière? Tout dépend de son âge, tout dépend de son approche et de son style familial, de ses ambitions et de son caractère et de sa situation financière également aussi, de son point de départ. Au demeurant, moi, ce que je lui dirais, c'est que
C'est pas parce que, on parle d'argent que c'est quelque chose qui est réservé aux hommes. Elle mérite de réussir à faire travailler son argent. Elle mérite d'avoir plus de liberté financière. Elle mérite de mieux s'en sortir. Elle mérite d'avoir plus de temps pour elle, pour sa vie de femme et pas d'être contrainte d'échanger son temps, pour un salaire, ad vitam aeternam. C'est pas comme ça que ça marche. Ça n'est plus comme ça que ça marche. Ça, c'est la première chose, c'est d'avoir ce déclic-là et de ne jamais se mettre en position de ne pas avoir de choix. Ça veut dire d'essayer d'adapter son mode de vie, sa manière de dépenser. Ça veut dire peut-être d'utiliser des outils de cashback, par exemple, de dépenser moins, d'essayer, mais sans se priver, parce que ça n'en vaut pas la peine. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est toute une thématique chez moi, de profiter de la vie. Tu vois, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, ni pour se serrer la vis. Voilà, tu vois. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, au passage, toutes les stratégies FIRE, etc., c'est pas du tout ma came. Ça n'a rien à voir avec ce que je propose. Le délire de vouloir prendre sa retraite à 40 ans en se serrant la vis pendant ses premières années salariées, pour moi, c'est pas ce que je recommande, quoi. Je pense que la vie, elle est belle et qu'elle vaut le coup d'être vécue à tout âge et sans se priver, mais en mettant de la mesure dans ce qu'on fait, du bon sens. Profiter de la vie tout au long du parcours, en fait. Ouais, bah, c'est ça, hein. Ne pas attendre la retraite pour profiter de la vie. Mais non. Ben non, c'est se faire plaisir. C'est ne pas se définir à l'aune de nos possessions. C'est peut-être parfois payer cher pour s'acheter des moments plutôt que de s'acheter des choses. Tu vois, Le plus s'acheter des important, c'est moments. souvent des expériences, en fait. Ce qui Ouais, fait ouais, la vraie ouais. richesse de nos vies, c'est les expériences que nous vivons et les relations dans Moi, lesquelles j'en nous suis sommes. convaincu. Être, ça n'est pas avoir. Et je préfère être défini à l'aune de nos expériences, de nos échanges, de nos connexions, de ce qu'on a fait aussi, plutôt que pour ce qu'on possède, tu vois. Parce que ta belle montre, ta grosse bagnole et ta grosse télé, crois-tu franchement que quand tu auras 90 ans, c'est ça que tu vas regretter, quoi, tu vois? Ou peut-être, tu risquerais de regretter de ne pas avoir eu assez de temps, pour aller te promener avec, tes gamins au parc ou, tu vois, ton mari, ta femme, voir tes parents, un anniversaire loupé. Quelle est la valeur de ça? Combien ça coûte un anniversaire loupé? Ça, c'est des bonnes questions. Combien ça coûte? Être, faire et avoir et finalement, on est dans une société, où on est beaucoup sur le faire et l'avoir et on s'autorise peu à être sur l'être. Ouais, 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 c'est ça, c'est vrai. Et vivre, tu vois? Moi, je combien ça coûte un anniversaire? Combien ça coûte de louper un Noël? Et je te dis ça parce que je parle en connaissance de cause. J'en ai loupé plein des Noëls, j'en ai loupé plein des anniversaires parce que j'étais au taf, parce que en plus, comme j'étais une pièce rapportée, j'étais là pour boucher les trous et cetera, tu vois? Je l'ai fait plein de fois. C'est une erreur, j'en suis convaincu. C'est bête, il faut pas faire ça. Ouais, Souvent, il faut le faire pour se rendre compte qu'on peut faire autrement et qu'on a envie de peut-être, changer. peut-être, ouais, certainement, certainement, mais bon, faut faire aussi son parcours, son chemin de vie, hein, c'est une évidence. Le meilleur moyen, ouais, que je conseillerais, en tout cas à toute personne qui veut essayer d'avancer vers, ces chemins-là, si on voulait voir les choses un peu plus, de manière, pratico-pratique, c'est d'abord d'avoir un fonds d'urgence, d'avoir un fonds de sécurité, d'avoir un matelas de sécurité. Et ça va passer par de l'épargne. Un fonds d'urgence qui va te permettre de tenir au moins, c'est ce que je pense, c'est ce que je recommande, 4 à 6 mois. Donc, ce que tu peux faire, c'est très bien, regarder finement, analyser tes comptes et regarder de combien d'argent tu as besoin chaque mois pour t'en sortir. Voilà, mettons que tu as besoin au minimum du minimum, il te faut 2 500 balles pour t'en sortir, d'accord? OK? Bon, il faut que tu aies 4 à 6 mois d'avance pour si demain tu as plus de thunes, tu as plus de revenus, tu t'es cassé une jambe, voilà, tu as rien, tu as même pas le pôle emploi, il y a rien, il y a pas de balles, tu dois tenir 4 à 6 mois. Cet argent, cette épargne, tu peux la mettre de côté. Alors tu vas me dire: «Ouais, mais, où est-ce qu'on la met de côté?» Ben, il faut la mettre de côté sur un compte où l'argent, il est disponible là, maintenant, tout de suite, en toutes circonstances. Typiquement, pas une assurance vie, parce qu'une assurance vie, il y a du temps, il y a des délais entre les demandes de déblocage et l'accès réel au fonds. Théoriquement 10 jours, moi j'en ai déjà eu l'expérience, c'était plus 3 semaines. Si tu as une vraie galère, qu'il faut changer la bagnole demain, qu'il faut déménager demain, divorce, maladie, que sais-je, il faut pouvoir avoir tout de suite de quoi tenir 4 à 6 mois, c'est ce que je recommande. Au-delà de ça, bah, il faut commencer à faire, à placer son argent pour faire des petits. Donc c'est pas compliqué, les enveloppes sur lesquelles on peut placer ça, il y en a pas 50 000, hein, pour avoir l'argent dispo là, maintenant, tout de suite, en toutes circonstances. Si tu payes pas trop d'impôts, il y a le LEP aujourd'hui qui est hyper Mmh. intéressant, il est à 6%, sinon ce sera le livret A ou le LDDS.
livre développement durable et solidaire. Quand on a fait ça, déjà, c'est bien. Déjà, c'est un gros pas. Voilà, commencer par ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce matelas de sécurité, ce fonds de sécurité, c'est ton assurance sommeil. C'est ton assurance que si demain tout part en cacahuète et que voilà, ben, bon allez, on a de quoi un tout petit peu voir venir. Ça va pas être le grand luxe, mais on va réussir à se débrouiller. Voilà. Et quand tu es plus sécurisé comme ça mentalement, bah, tu as moins ces questions d'argent qui font t'occuper l'esprit et bah, du coup, tu es beaucoup plus libre pour envisager d'autres choses, quoi. Comment pourrait-on recommander aux gens de vouloir faire des investissements quand ils ne sont pas stables dans leur job, dans leurs revenus, dans leur situation et qu'en plus, ils n'ont pas de fonds de sécurité? C'est un non-sens. C'est la première étape, c'est le passeport vers la liberté, le Ouais, fonds de précaution. probablement, ouais. Ouais, ouais, c'est le préalable. Mais ça, même des jeunes, hein, je connais un jeune qui a 24-25 ans, tu vois, et qui veut commencer à faire des investissements, etc. Seulement, son problème, c'est que comme il est jeune, il n'a pas de revenus, hein, il est étudiant, mais bon, voilà, il a toutes ses économies, voilà, etc. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, bah, fais de la muscu. Mets-toi en condition de te faire mieux financer le jour où tu auras un salaire, un job, un revenu plus régulier et que tu pourras aller voir une banque. Donc, te mettre en condition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, déjà aujourd'hui, tu peux ouvrir un PEA. Si tu as un peu d'argent, bah, tu peux commencer, pourquoi pas, à faire un petit investissement immobilier si tu trouves des affaires rentables. Et il a trouvé, par exemple, là récemment, je ne sais pas si ça va se faire ce truc-là, mais il a trouvé un garage qui est très, très rentable. Tu vois, voilà, par exemple, c'est possible. Même s'il y a des frais de notaire qui sont très importants, etc., lui, enfin voilà, avec son truc, il va arriver à 15% de renta. C'est possible. C'est possible. J'ai pas dit que c'était facile. C'est des mois de recherche, etc. Mais c'est possible. Tu vois, c'est un exemple comme ça. Et donc, il va se mettre en condition d'avoir déjà des petits trucs qui travaillent à droite, à gauche. Et quand il va aller voir une banque, il va être beaucoup plus solide. Et il a déjà en plus son petit matelas de sécurité, son épargne, qui va lui permettre de tenir. Donc, voilà, il faut se mettre en condition de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, quoi. C'est la clé, hein, le financement bancaire, le profil bancaire, c'est la clé. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport à cette interview? Mon Dieu, il y en a tellement. Ah, mais tu peux encore! Je retiens de ce que tu nous disais, on sort d'une période où finalement l'inflation était basse et on pouvait se permettre de penser qu'un CDI et son argent sur le livret A allait suffire. Mais cette période est quelque part révolue. Il va falloir faire son éducation financière et fonctionner un peu différemment parce qu'on voit que ce système arrive un petit peu en bout de course. Ah bah, il est temps, hein. De toute façon, ceux qui font pas cet effort-là, ils vont souffrir, hein. Et ils souffrent déjà, mais ça va pas aller en s'améliorant, hein. Celui qui veut de tourner la tête et puis continuer à vivre au-dessus de ses moyens sans se priver, tu vois? Ou, à joindre les 2 bouts, de crédit en crédit, ça va pas s'arranger, hein. Faut pas croire que ça va aller de mieux en mieux. Enfin, je suis désolé, je veux pas faire, l'oiseau de mauvais augure, mais au contraire, ce que je veux dire, c'est qu'on est encore aujourd'hui dans un moment où les gens ont encore la possibilité justement de se préparer, d'aller plus loin, de se mettre en condition, d'être moins dépendant de toutes ces choses-là et de mieux vivre des temps hypothétiquement difficiles. Hein, La même chose en introduction de cette interview, tu m'expliquais que toi, à partir du moment où tu as commencé à publier des vidéos, sur YouTube, ouais, tu as pu sortir, quelque part tes premiers programmes presque 6 mois après. Donc finalement, on peut se permettre tous de développer une approche où, on a trouvé des solutions pour une problématique et on monte un petit business autour des solutions, qu'on a trouvées et qu'on transmet aux autres. bien sûr. Pour moi, ça s'est fait de cette manière-là. C'est que je faisais des investissements et forcément, enfin, tu vois, moi, quand il y a un truc qui me passionne, bah, voilà, je le vis à fond, quoi. Et j'avais des copains, des collègues qui me voyaient là à faire mes trucs et qui commençaient à me poser des questions. Donc je leur expliquais. Et d'ailleurs, comme ça, j'ai accompagné plusieurs personnes sur leurs premiers investissements. Et donc, si tu veux, ça s'est fait naturellement. C'est que j'aidais déjà des personnes de mon entourage et je me suis dit, bah tiens, je pourrais commencer à proposer ça sous forme de programme de formation, des choses plus spécialisées. Enfin voilà, quoi. Ça s'est fait vraiment de cette façon-là. Donc, au fond, c'était assez naturel, quoi. Mais je voulais commencer à monter une audience et à montrer mon approche. C'est-à-dire que je voulais essayer de faire quelque chose qui soit assez authentique et où je montre en fait des choses simples que n'importe qui peut réussir à faire, parce qu'en fait, il suffit d'avoir une méthode simple qu'on peut facilement reproduire pour avoir des résultats qui sont intéressants, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister, c'est que les solutions de placement, d'investissement traditionnelles sont toutes plus foireuses les unes que les autres. Et la preuve de ça, c'est que si elles étaient si efficaces, eh bien tout le monde serait déjà millionnaire. C'est vrai. Donc, il est urgent d'acquérir
du savoir-faire, des connaissances pour justement gagner en liberté, en autonomie. C'est le seul moyen de réussir à s'en sortir aujourd'hui, c'est le seul.